Bonjour, moi je suis ingénieure chez Tribun Health et je vais vous présenter les travaux qu'on a effectués sur le calcul automatique de l'index Ki-67 par réseau de neurones convolutionnels. Donc c'est un projet qui a été fait en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy et en particulier on s'est intéressé au cancer du sein. Donc d'abord je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant d'automatiser le calcul de l'indice Ki-67. Je vous présenterai un petit peu ensuite les challenges qu'on a dû relever pour obtenir un algorithme robuste qui calcule cet indice. Je vous présenterai ensuite notre solution et quelques résultats et je finirai par une brève conclusion. Donc d'abord, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'automatiser ce calcul de l'indice Ki-67 ? Donc les méthodes traditionnelles qui sont utilisées, elles sont assez fastidieuses et longues puisqu'elles consistent à compter manuellement les cellules ou alors à faire de l'eyeballing qui est un petit peu moins précis. Donc on va obtenir des grandes variations entre pathologistes sur l'estimation de ce score. Et donc cette variation, elle est illustrée par le graphe que vous avez à droite de la slide, où dans une étude donc sur le cancer du sein, on a demandé à une trentaine de pathologistes d'estimer l'indice Ki-67 de 20 lames. Et donc, on se rend compte que donc chaque colonne, c'est la répartition des scores qui ont été estimés. Donc, c'est des boîtes à moustaches. Et on se rend compte qu'on a des variations assez grandes. Et en particulier, par exemple, sur la lame numéro 7, où on a des scores qui vont quasiment du simple au triple. Donc, l'intérêt d'une méthode automatique, elle est bien... L'intérêt d'une méthode automatique, ça va être d'obtenir des résultats reproductibles. Et donc, si on donne plusieurs fois la même lame à l'algorithme, il va normalement nous donner toujours le même résultat. Donc, ça permet de standardiser un petit peu le calcul du score Ki-67. Donc, la deuxième partie. Donc, maintenant qu'on est d'accord pour dire que ça pourrait être intéressant d'automatiser ce calcul de score, je vais vous présenter un petit peu les différents problèmes qu'on peut rencontrer quand on veut faire un algorithme qui calcule le Ki-67. Donc la première chose, c'est quand on fait du deep learning appliqué à de l'histopathologie, on va toujours être confronté à la variation des couleurs et des contrastes dans les différentes lames. Donc ça va être dû aux différents scanners, parce que d'un scanner à l'autre, on ne va pas avoir exactement le même rendu, mais également à la manière dont les lames sont préparées. Donc ça, c'est une variation qu'il faut prendre en compte quand on fait notre algorithme. La deuxième partie, et ça c'est plus spécifique au Ki-67, c'est qu'on va avoir différentes cellules dans les lames de biopsie du sein. Donc on va avoir des lymphocytes, des cellules normales, des cellules dans stroma et évidemment des cellules tumorales. Ce sont celles-là qui nous intéressent pour calculer le score. Donc pour le premier challenge, qui est la variation de couleur, on va faire en sorte d'avoir dans notre cohorte de lames un maximum de variations pour que ça représente la réalité. Et on peut également faire des modifications un petit peu sur les images en augmentant le contraste, la luminosité, tout ça pour reproduire cette variation qu'on va retrouver dans la réalité. Et quant à la deuxième partie, donc ce qui nous intéresse, ça va être de filtrer les zones tumorales. Et donc c'est pour ça que nous avons opté pour une solution en 2 étapes, où la première étape, ça va être justement de segmenter la tumeur directement sur les lames IHC. Donc ça veut dire qu'on va repérer, grâce à un algorithme, les zones tumorales. Et ensuite, on va faire de la détection cellulaire uniquement dans les zones tumorales. Voilà. Et donc on obtient une cartographie des différentes cellules pour que l'utilisateur puisse avoir une représentation de ce que l'algorithme a détecté ou pas et associé à un score Ki-67. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat avec cette solution ? Donc, d'abord, sur le graphe à votre gauche, donc c'est un graphe de corrélation. Donc, on a comparé un petit peu les résultats obtenus avec l'algorithme de deep learning par rapport à des résultats qui nous avaient été donnés par des pathologistes sur quelques lames. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même une bonne corrélation entre la lecture du pathologiste et la lecture de l'algorithme de deep learning. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est l'intérêt de cette segmentation de la tumeur. Donc, en fait, si on regarde au centre de ce diagramme de barre, donc en particulier la précision. Donc, en fait, la segmentation de la tumeur, ça va nous augmenter la précision de l'algorithme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à toutes les cellules qui vont être détectées par l'algorithme, on va détecter plus de cellules tumorales et donc on va baisser le nombre de cellules qui auraient été détectées par l'algorithme, qui ne sont pas intéressantes pour le calcul du Ki-67, qui pourraient être par exemple, donc, ce que j'ai cité précédemment, donc des lymphocytes, des cellules dans le stroma, etc.
Et ensuite, vous avez à votre droite donc une représentation de ce que l'utilisateur pourrait avoir en utilisant cet algorithme, donc une cartographie des différentes cellules, ce qui lui permet de savoir s'il est d'accord ou pas avec ce que l'algorithme a proposé, puisque ce qu'on propose, c'est vraiment une aide au diagnostic, donc on ne va pas donner le score Ki-67 sans justification. Donc en conclusion, donc, on a vu qu'on avait donc une bonne corrélation entre la lecture du pathologiste et la prédiction obtenue par l'algorithme. Et cette partie sur la segmentation de la tumeur, ça nous permet donc de limiter le nombre de fausses détections en termes cellulaires. Et donc, ce qu'on a prévu ensuite chez Tribin pour cet algorithme, c'est donc de l'amener à une validation clinique, donc sur un plus grand nombre d'échantillons et sur plusieurs centres pour être encore plus représentatif de ce qu'on va trouver dans la réalité. Et enfin, pour l'instant, on s'est concentré sur le Ki-67 dans le cadre du cancer du sein, mais on sait que c'est utilisé pour d'autres organes, donc la suite, ce serait d'étendre l'application à d'autres diagnostics. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi je voudrais juste avoir votre avis sur deux choses. Donc là, vous l'avez dit, là, c'est une cohorte monocentrique. Donc, quand on sait aujourd'hui que dans les guidelines, en fait, la positivité de Ki-67, c'est n'importe quel marquage dans un noyau, y compris juste le nucléole, il y a quand même une variabilité énorme selon les clones utilisés, selon l'épaisseur de la lame et selon ce qu'on va définir comme un seuil de positivité. Parce que, en fait, quand je pense qu'il y a peut-être ici dans cette salle d'autres personnes qui ont participé à des études de reproductibilité du Ki-67, mais ce niveau d'intensité très faible, c'est vraiment là où c'est la source de divergence quand on fait des lectures, plus que même le comptage lui-même, parce que moi j'ai participé à des sessions, on comptait 1000 lames avec des 1000 noyaux avec des compteurs, donc je veux dire sur des écrans, mais c'était vraiment à partir de quel moment on considérait que c'était brun faible ou bleu ou rose très pâle, etc. Et donc quel est votre niveau bas? Qu'est-ce que vous avez considéré comme la marge inférieure du marquage Ki-67? Alors, moi, je ne décide pas qu'est-ce qui est considéré comme une cellule marron, qu'est-ce qui n'est pas décidé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille donc avec des médecins qui nous ont gentiment annoté cellule à cellule sur une lame. Donc moi, après, je me référence à ça. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question de quelle est vraiment la limite basse entre ce qui est une cellule brune et ce qui n'est pas une cellule brune. Moi, je me base sur des annotations, donc c'est vrai que. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'on a souvent ce problème-là vraiment sur la limite où l'algorithme, c'est vrai, il ne sait plus trop différencier si c'est bleu ou marron. Pour moi, c'est vraiment la difficulté majeure, c'est ça, plus des fois, c'est qu'un marquage nucléolaire. Donc, c'est de bien calibrer la machine. Et du coup, ça va être après d'avoir vraiment l'aplanissement des différences entre les anticorps, les épaisseurs de coupe, les contre-colos. À mon avis, c'est ce qui est le plus, qui va être probablement le plus complexe. Mais bon, après, ça, c'est des... Après, l'idée, c'est d'avoir une cohorte de lames avec vraiment tous les cas possibles. Donc, ça permet d'avoir un algorithme robuste, mais... Bon, après, on est limité effectivement par ce que le médecin va décider. Oui, puisqu'au départ, c'est le médecin qui dit, qui entraîne la machine. Mais voilà, le problème, c'est que, moi, pour l'avoir vraiment vu dans plusieurs études auxquelles j'ai participé, c'est les grosses discussions sur quelle est la borne inférieure. La borne supérieure, il n'y a pas de problème, mais quelle est la borne inférieure? Vous avez une question? Pour une autre limite, les lymphocytes intratumoraux, il y en a quand même souvent, donc vous détourez les zones tumorales, mais ensuite, comment vous faites pour extraire ces lymphocytes intratumoraux qui vont faire augmenter le KI? Oui, alors sur les lymphocytes intratumoraux, c'est vrai que c'est un cas qu'on n'a pas trop discuté. L'idée, c'est quand même que la détection cellulaire elle soit capable de différencier une cellule versus un lymphocyte. Donc, notamment en annotant pas les lymphocytes comme étant des cellules intéressantes pour l'algorithme. Après, c'est vrai que c'est une question très intéressante et il faudrait qu'on pousse un peu la recherche pour voir si effectivement on ne détecte pas les lymphocytes. C'est la taille ou la taille des tumeurs, la taille du noyau aussi. Parce que théoriquement, le lymphocyte est plus petit, mais sur des toutes petites neuroendocrines. Bien différenciées neuroendocrines, la taille des lymphocytes. Les noyaux seront petits. Puis c'est très vascularisé. Il y a aussi les cellules endothéliales, donc il y a quand même.
c'est très bien, mais il faut encore travailler. Oui, bien sûr, merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À vous.